Quel championnat du monde, quel combat! Combat dur! Très dur pour les deux hommes. Cette droite à l'intérieur, Chavez à terre qui va se relever, il reste 25 secondes mais c'est peut-être le tournant de ce combat. Les deux hommes étaient très près l'un de l'autre, Chavez a laissé la garde ouverte et Randall en a profité. Randall est peut-être en train de créer la surprise dans ce championnat du monde, le 28e de Julio César Chavez. Chavez déjà pénalisé d'un avertissement dans ce round. Et Chavez qui rentre dans son coin. Doc, tu calmes, Doc, c'est moi. C'est le Capitaine Crochet. Salut mes pirates. Le Capitaine Crochet avec vous pour une nouvelle chronique. Ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, je vous emmène tous dans ma DeLorean pour fêter les 25 ans d'une année extraordinaire. 1994, une année de boxe incroyable. Une année boxe dont le souvenir reste pour moi, et je suis sûr pour vous, sans pareil. 94, l'année qui a tout changé dans ma passion. Je fête donc les 25 ans d'une passion qui ne cesse de me dévorer de l'intérieur encore aujourd'hui. Vous savez ce que c'est mes pirates. Mais est-ce qu'à l'époque j'ai pu tout voir ? Bien sûr que non, parce qu'on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On n'avait pas Internet. Tu te souviens d'Internet à l'époque? Tu t'en souviens? Et comme tu peux l'entendre, j'ai pas grandi au United States of America. Les résultats, t'allais le chercher au fin fond du journal L'équipe, écrit en tout petit en dernière page souvent. Tu te souviens de ça? Tu te souviens comment t'es fou pour chercher les résultats des combats du week-end? Alors effectivement, en 94, la hype de la Hoya qui devient de plus en plus grande et importante aux États-Unis, ça m'évoque quelque chose, mais je n'ai pas vu. Les deux premiers combats de 94, James Toney, mon boxeur préféré, j'ai pas pu les voir. Parce que tout simplement, c'était juste matériellement impossible de les voir. Il n'y avait pas de diffusion de certains de ces combats. Alors, à l'époque, on n'a pas pu tout voir de cette année boxe complètement dingue. Une année boxe folle. Car je vous le rappelle, la star de l'époque, Mike Tyson, n'est même pas monté sur le ring à l'époque. Il purgeait sa peine en zonzon. Je vous propose de vous replonger dans une époque bénie. L'époque bénie du déconneur pirate. Et de Dragzik, ça. Et tout a presque commencé de façon totalement anodine. J'étais minot, un week-end d'hiver, en janvier 94, on se faisait chier avec les copains au village, et on était samedi ensemble à regarder les films, à passer la nuit à regarder des films. Je me souviens qu'à l'époque c'était Boys in the Wood qui était diffusé, et on regardait ce film, et juste après ça, sur Canal, diffusion d'un combat de boxe qui était inattendu, dont je ne savais pas qu'il allait se faire. Le Julio César Chavez, le nom m'évoquait quelque chose, bien entendu, c'est pour ça que je me dis, on va se le mater quand même. Et il boxait ce 29 janvier un parfait inconnu, Frankie Randall. Un parfait inconnu, et pour une victoire normalement considérée comme facile. Et voilà ce qui se passa dans cette soirée, une soirée à la Don King, qui aussi, je pense, est à l'origine de mon amour de la sous-carte, puisque dans cette soirée, il y avait Trinidad qui boxait contre Camacho. Si je me souviens bien, c'est là aussi que j'ai découvert Trinidad. Ce 29 janvier, j'ai appris une chose, c'est que la boxe était sans pareil. La boxe n'était pas un sport comme les autres. La boxe et les boxeurs pouvaient être des hommes hors du commun s'ils choisissaient de l'être. Et ce 29 janvier 1994, un homme a été extraordinaire. Frankie Randall, The Surgeon, qui m'a complètement explosé la tête, parce que le mec était dans le turfu, avec sa combinaison de chirurgien pour entrer dans le ring, c'est-à-dire que le mec avait une idée
esthétique à proposer au public, une idée de personnage, etc. Donc déjà, franchement, il avait réussi à choper mon attention. You had my curiosity. Mais sauf que pugistiquement parlant, face à un Chavez qui dira toujours, pour se défendre, qu'il n'était pas très préparé, ce qui est certainement vrai, qu'il avait pris Frankie Randall de haut, voire de très très haut. Mais comment ne pas le prendre de haut quand on était Chavez à l'époque? C'est bien difficile. Toujours est-il que Frankie Randall, lui, il aurait pu laisser sa vie, il y était prêt, mais il était allé pour la gagne. Pour la gagne. Personne n'y croyait, sauf lui, mais lui, il y croyait très fort. Et il a proposé à l'empereur un combat dur, très dur. J'ai appris que la boxe était un combat dur et un combat de tranchée ce soir-là aussi, dans un combat beaucoup plus technique qu'on le dit, mais extrêmement dur, où le mental a joué une part importante avec deux hommes mentalement très très forts, mais le plus fort était Frankie Randall. Et l'incroyable, l'impensable arrive en ce 11e round. Frankie Randall arrive à mettre à terre l'empereur qui n'avait jamais été knockdown. Là je parle de mémoire, peut-être que je me trompe, mais en tout cas l'image qu'on en avait, l'aura qu'il portait autour de lui, c'était une aura indestructible, un homme il était impensable qu'il pouvait plier ou mettre un genou à terre. Et ça se fait d'une façon électrisante grâce à la voix que vous avez pu entendre de Jean-Claude Boutier et Christian Delcourt. Vous connaissez, je suis très prompt à critiquer ce corporatisme des journalistes sportifs pour la boxe, vous le savez très bien depuis des années, mais je dois dire que ces deux-là, à cette époque-là, cette année-là, ont été extraordinaires. Et cette vidéo est aussi pour eux deux. J'ai envie de les remercier très très fort parce que ils ont complètement habillé ce moment. Ils ont complètement transcendé ce moment avec leur voix, avec leur énergie, avec leur enthousiasme et avec leur culture aussi, qui manque beaucoup aujourd'hui. Et donc, ce moment électrisant m'a totalement galvanisé et j'ai été frappé par la foudre ce soir-là. Un soir de 29, enfin une nuit, un petit matin de 29 ou 30 janvier, même, je devrais dire, 94, j'ai été électrisé à vie pour la boxe, à jamais, grâce à Frankie Randall, à l'empereur et à deux commentateurs qui étaient au top ce soir-là. Voilà. L'année commence sur une surprise extraordinaire qui nous a laissé totalement bouche bée. Et je pense qu'il a donné le ton à ce qu'allait être l'année 94 de boxe. En une nuit, grâce aux chirurgiens, grâce à l'empereur et grâce à ces deux hommes qui ont transcendé le moment, le capitaine était transcendé, définitivement amoureux, éternellement amoureux de la boxe. À partir de ce moment-là, j'avais décidé, aussi jeune que j'étais, de suivre toute la boxe à partir de là, de tout suivre. Et les prochains événements ont eu la chance de se passer en France. Et oui, pendant ce temps-là, en France, au mois de mars, se passent aussi des choses très importantes pour la boxe française. On a l'éclosion d'un champion, d'un grand champion qui passe un stade au mois de mars 94, c'est Fabrice Tiozzo. Fabrice Tiozzo qui l'année juste avant avait vraiment s'était fait connaître en faisant une très grosse performance face à Virgil Hill. Il avait gagné, mais il avait gagné avec les honneurs. Donc en boxe, on sait très bien que c'est une victoire symbolique. Et le Fabrice Tiozzo revenait frapper du poing sur la table sur la scène européenne à Lyon, dans son fief, pour battre un bonhomme de l'époque, le néerlandais Eddie Schmulders, dans un combat dur, là encore, où Tiozzo, peut-être à cause des problèmes de poids, on ne sait pas, Tiozzo va au sol, mais une guerre, mais Tiozzo, tellement affûté et préparé pugistiquement parlant, arrive à dominer dans un combat, encore une fois, très très violent, Eddie Schmulders pour
s'accaparer la couronne européenne qui à l'époque avait vraiment une aura, avait vraiment un statut à part. Alors, la couronne européenne, ça faisait de vous un challenger mondial presque incontestable. Voilà, et donc Fabrizioso, ce soir de mars 94, et pour être précis, c'était le 23 mars 94 à Gerland, dans le petit stade, que il a écrit son prénom, il a fait connaître son prénom à la France de la boxe tout entière, voilà, et en apparaissant en grand jour et plus sous la tutelle ou sous le poids de son grand frère Christophe Thiozo, qui avait été un grand champion et une grosse star de la boxe quelques années auparavant seulement. Voilà, Fabrice Thiozo éclot totalement, et on sent que le championnat du monde va arriver, on sent qu'il va arriver dans peu de temps et qu'il est prêt. Voilà, une semaine plus tard, quelques jours plus tard, on n'est que le 29 mars, voilà, 29 mars 94, se passe quelque chose d'hallucinant à Paris. Voilà, d'une part, un grand nom de la boxe de l'époque vient à Paris, c'est toujours bien, c'est le Mexicain Miguel Angel González, champion WBC des légers à l'époque, vient faire un championnat du monde contre Jean-Baptiste Mendy, lui aussi une star de la boxe à l'époque, une star soutenue par TF1, qui diffusait encore de la boxe à l'époque, et va se passer un combat totalement qu'on n'attendait pas à ce point. Ça a été simplement synchrone, mais synchrone de guerre. Synchrone de guerre hallucinant. Pour la petite histoire, Jean-Baptiste Mendy n'avait pas eu vraiment une préparation digne de ce nom. Il avait été prévenu simplement un mois à l'avance. Il a eu 4 semaines pour préparer un championnat du monde contre Miguel Angel González. Je te raconte pas le problème. Donc, ils sont allés à la guerre. Jean-Baptiste Mendy est allé à la guerre et a proposé peut-être le round le plus fou, le plus intense de l'histoire de la boxe en France. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Encore aujourd'hui, je pense que ce 4e round entre Jean-Baptiste Mendy et Miguel Angel González au palais Marcel Cerdan de Levallois est peut-être le round le plus fou qu'on ait eu sur le sol français. 5 rounds mémorables, bien sûr. Jean-Baptiste Mendy à court, un peu short, dû à sa préparation, il craque complètement dans le 5e. Voilà, Miguel Angel González passe la seconde et le 5e, c'est de trop, mais quel panache, voilà, un panache à la française. Et voilà, encore, ce combat-là, regardez-le, vous pouvez être que électrisé. C'était un combat vraiment, ne jamais oublier ce duel qui a lieu en France. Et ça, on est que le 29 mars 94. Le capitaine, il est chaud patate avec tout ce qui se passe, voilà. Et arrive le mois d'avril, c'est les vacances, et là, ma première nuit boxe préparée arrive. Avec une immense star de l'époque, voilà, qui avait vraiment traversé les frontières, même quand on était gamin, en France, grâce aux décodeurs pirates, voilà, et qu'on suivait la boxe comme des oufs. Evander Holyfield, c'était quelque chose, et simplement que son nom, voilà, pour moi c'était un putain de super-héros, voilà. Et le 22 avril 94, au Caesars Palace, Evander Holyfield, qui a repris son titre de champion du monde des lourds à Riddick Bowe quelques mois auparavant, dans un combat encore exceptionnel, dont on se souvient, grâce aux parachutistes, revient sur les mêmes lieux, au Caesars Palace, pour défendre son titre contre une terreur de l'époque, Michael Moorer. Alors malheureusement, dans mon souvenir,
Je sais que j'ai vu toute la soirée, toute la nuit boxe du Caesars Palace, mais la seule chose dont je me souviens, c'est vraiment le combat principal entre Evander et Michael Moorer. Un combat qui, là encore, va m'apprendre beaucoup de la boxe. C'est-à-dire que la boxe, ce n'est pas un jeu vidéo et que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et ce Evander Holyfield qui nous a tellement impressionné sur les années précédentes, et ben ce Evander Holyfield qui commence si bien ce combat face à ce qu'on a pensé être un boxeur puncher, Michael Moorer, mais qui ne l'était plus depuis quelques combats déjà, qui était plus un boxeur et qui était plus qui avait des problèmes à peut-être à passer la seconde, qui était dans une sorte de recherche d'une nouvelle philosophie de boxe en poids lourd. Ce Evander Holyfield là commence très bien le combat. Deuxième round, il arrive à choper notre Michael Moorer et on se dit que là, si c'est le même Evander que en 93 contre Edicbo, le Michael Moorer, il va pas faire long feu. Mais Evander Holyfield n'arrive pas à avoir de second souffle, n'arrive pas à faire d'accélération. Evander Holyfield a l'air totalement bloqué, n'arrivant pas à donner du rythme, se faisant piéger dans le faux rythme qu'impose Moorer. Moorer qui de son côté, lui aussi, on se demande s'il veut vraiment gagner. Et d'ailleurs, qui est dans le coin de Michael Moorer? Une autre légende que j'apprends à connaître ce soir-là, c'est Teddy Atlas. Teddy Atlas qui, vous le savez, a les meilleures répliques de l'histoire de la boxe, comme souvent, qui va essayer pendant plusieurs rounds de secouer Michael Moorer en disant mais ce combat il est pour toi, il va falloir que tu te bouges le cul quand même, il va falloir que tu lui rentres dedans et que tu fasses tout ce qu'on a fait à l'entraînement, avec des répliques. Voilà, vous trouvez les vidéos très très simples où Teddy Atlas dit à Michael Moorer simplement qu'il est en train de se mentir à lui-même. Et ça, moi je jactais pas anglais à l'époque. Et donc toute cette électricité qu'il y avait dans le coin de Moorer, je l'ai vécu grâce, encore une fois, à Christian Delcourt qui, en même temps qu'il nous faisait la traduction, était impressionné par le Teddy Atlas, était bouche bée face à une telle personnalité. Ça, par contre, je m'en souviens encore. Et donc, que se passe-t-il? C'est que, au fil des rounds, et surtout dans les championship rounds, les deux derniers rounds, que j'apprends encore à connaître et à comprendre leur importance ce soir-là, Michael Moorer, là, vraiment accélère très, 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 très fort pour dire de cueillir la décision sur le fil. Et Michael Moorer arrive à gagner au point contre Evander Holyfield. C'est une surprise, hein. C'est vraiment une surprise à l'époque. Et ce qui va se passer, c'est que le lendemain, on va apprendre ou quelques jours plus tard, on va apprendre que Evander Holyfield a eu un problème au cœur, un souffle au cœur, si je me crois bien. Il va même faire une conférence de presse avec un spécialiste qui va tout expliquer. Et on se dit que peut-être on a assisté à la fin d'Evander Holyfield sur le ring. On pense réellement ça. C'est vraiment la pensée qu'on a. C'est presque on est persuadé qu'on a vu la fin d'Evander Holyfield sur le ring. On se trompait lourdement quand même en 1994. Voilà. Donc cette soirée, cette nuit plutôt, m'a été tellement importante pour moi. Je me souviens encore de l'état d'esprit que j'étais le lendemain, tellement dégoûté que un de mes héros, Evander Holyfield, n'ait pas réussi à gagner. Ça m'avait complètement ruiné le lendemain. Et voilà. Et donc, on passe au futur. Et là, il y a quelque chose d'énorme qui se passe. C'est qu'on va assister directement à la revanche au mois de mai. C'est là aussi le 5 mai, Cinco de Mayo, ça tombe très très bien. Et d'ailleurs, je pense que en termes de boxing business tel qu'on connaît, cette date du 5 mai, du Cinco de Mayo à Las Vegas est tellement importante en termes
de revenus, voilà, mais on le doit aussi à l'empereur Julio César Chavez et à Don King. Et rien de mieux pour fêter le 5 mai que la revanche entre Chavez et Randall. Une soirée intitulée Revenge. Pourquoi? Parce que c'était une méga soirée et une méga nuit de boxe pour nous. Je n'oublierai jamais Don King, cet affreux personnage de Don King, avec quand même l'art et la manière de vous concocter des méga soirées avec 5 championnats du monde. C'était juste hallucinant. Et il avait concocté une soirée spéciale qui a créé une ambiance très très spéciale dans la salle, j'y reviendrai, mais une ambiance de revanche. La sous-carte était avec Terry Norris, avec Gerald McLean, Julian Jackson, l'Aigle, bref, que des rematchs de combats qui avaient été ou surprenants, ou qui avaient donné lieu à polémique. Bref, ce combat, ce Cinco de Mayo 94, sentait la poudre au MGM de Las Vegas, qui, encore une fois, cette année, grâce à notre décodeur pirate, grâce à nos bonhommes au micro, est devenu pour nous un lieu mythique alors qu'on n'y avait jamais foutu les pieds. Moi, d'ailleurs, moi-même, bien plus tard, j'ai fait mon pèlerinage là-bas, j'ai foutu les pieds là-bas dans le MGM Grand Garden Arena, et je dois avouer que il y a un truc quand tu passes, tu sens que quand tu es dans les lieux, même quand ils sont pratiquement vides, tu sens qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées là-dedans, tu sens qu'il y a une électricité dans l'air. Ça me fait pas ça à toutes les arénas, mais celle-là a quelque chose, je dois bien l'avouer. Et moi j'étais allé pour complètement un délire autre, j'étais allé pour un concert de Rob Zombie. Effectivement, ce soir-là, je crois que l'ambiance était à feu et à sang. Arena totalement remplie par le public mexicain, ou le public, on va dire, totalement pro-Chavez, qui a mis une pression énorme sur Randall. Chavez qui rentre, pour vous dire à quel point il était Chavez, pour qu'on comprenne. Chavez, il rentre pas sur une musique qu'il aime. Chavez, il rentre sur l'hymne de son pays. C'est à ce niveau-là qu'il était, hein, le Chavez, juste hallucinant. Mais aussi des entrées sur le ring pour Frankie Randall, une entrée aussi... Frankie, the Surgeon Randall. Badass, j'ai envie de vous dire. Il est avec son costume qu'il a un petit peu développé. C'est avec le hip-hop digne de l'époque, qu'on appelle ça old school, mais qui tabassait bien. Il a mis l'ambiance face à un public totalement hostile, complètement hostile à Frankie Randall. Mais encore une fois, Randall, dans cette année-là, est peut-être pour moi l'exemple du boxeur le plus déterminé mentalement à gagner. Et encore une fois, ce soir-là, le combat va être un combat exceptionnel, combat dur, comme il le faisait l'un contre l'autre. Chavez, eh bien sûr, plus affûté. Arrivant à passer des combinaisons. Mais Randall les absorbe. Randall reste devant. Randall fait sa boxe. Randall reste rapide et lui propose du coup pour coup un énorme combat à connaître, encore une fois. Mais malheureusement, et c'est bien ça, nous sommes dans une époque propice à la polémique et à des fins de combat toujours qui nous rendaient perplexes. 8e round. What's holding Randall up? Oh, look at this blood! Chavez! It's a bad cut and a real bad place. Now that is bad. Now that is bad. Involontaire, mais un choc de tête quand même, va complètement ouvrir ici l'empereur.
l'empereur qui je sais pas pour vous, mais je me suis toujours posé la question comment il réagissait mentalement face à ce choc de tête. J'ai l'impression que cette coupure, c'est comme s'il il sentait que s'il avait une porte de sortie, qu'il la prenait directement. Alors, quoi qu'il en soit, le docteur de l'époque, affilié à la commission du Nevada, docteur de l'époque, arrête tout de suite le combat. C'est vrai que la coupure n'est pas bonne. Le médecin a raison, mais arrête tout de suite le combat. Et dans une entourloupe qui à la spéciale Don King Suleiman de la WBC, on va au scorecard, et dans ce qui normalement, logiquement, aurait dû être une victoire de Randall, de quelques rounds, c'était un match serré, mais quand même, aux yeux de tous, et moi encore aujourd'hui, mené par Randall de, comme je vous dis, peut-être de quelques rounds, 1 ou 2, mais quand même, il était à nos yeux devant. Et Randall se fait arnaquer. Voilà. Et il le sait très bien, et il le sent très bien au moment même où a annoncé la décision. Il se fait prendre 1 point de pénalité, alors que l'arbitre dit que le coup de tête n'est pas volontaire, mais malgré tout, selon les règles de la WC de l'époque, je pense que c'est une règle qu'ils ont inventée au moment même, il se prend 1 point de déduction. WBC rules state that round must be scored, and the giver of the unintentional headbutt, Frankie Randall, must have 1 point deducted. Qui va tout changer et qui fait que la décision va tourner en faveur de l'empereur. Et on a un Randall sachant très bien ce qui s'était passé, un Randall sachant très bien qu'il s'était fait voler, extrêmement déçu, qui part tout de suite du ring pour montrer son désarroi et sa tristesse, et dans une ambiance absolument délétère. Il est obligé de courir, le public est absolument odieux contre lui, et voilà, à mes yeux, un très très grand duel de boxe, une très grande rivalité de boxe, finalement s'arrête là. Des années plus tard, ils se rencontreront une nouvelle fois, mais 10 ans plus tard, mais c'est absolument une farce à regarder. C'était des boxeurs qui avaient besoin d'argent, toutes les mauvaises conditions étaient réunies. Enfin, voilà, n'en parlons même pas. À mes yeux, il n'y avait jamais eu de 3e combat, mais cette grande rivalité de l'époque, vraiment va me marquer au fer rouge, et l'empereur, mais surtout The Surgeon, vont rentrer dans mon panthéon de boxe définitivement en ce 5 mai 1994. Alors ensuite vient l'été 94, qui dans mon souvenir reste un été boxe pugilistique plutôt calme, plutôt sans grandes excitations, quoique, surtout pour nous Français, en 94, pendant l'été, on a eu quand même l'avènement de 2 champions sur notre terre française, pour vous dire que, quand même, à l'époque, les Frenchies, ils étaient dans le game, les époques bénies pour la boxe en France, puisque signé par les Acariès, les frères Acariès, 2, à mes yeux, légendes de la boxe, vont totalement éclore, exploser. Premièrement, en juin 94, Ike Quartey, le bazooka, devient champion du monde WBA contre le vainqueur, et ça m'avait fait extrêmement plaisir, le vainqueur de Meldrick Taylor. Alors Espana, si je me souviens bien de son nom. Quartey n'a pas fait dans la dentelle, il a explosé comme il fallait Espana pour conquérir le titre, et on a eu l'éclosion d'un grand champion qui fera après une carrière américaine. Dois-je vous rappeler ce combat énorme qu'il a fait quelques années plus tard contre Oscar de la Hoya? Voilà, tout simplement, voilà, ça pose le bonhomme, le bazooka, et aussi il finira sa carrière contre un autre champion qui, pratiquement à la même période, en août 94, en France,
va avoir sa première chance mondiale. C'est Ronald Winky Wright. Alors si vous aimez le Captain, ces deux bonhommes étaient dans ma vidéo Les légendes de la boxe venues boxer en France. Vous pouvez retrouver sur la page YouTube. Et Winky Wright, à l'époque jeune, face à un champion déjà très expérimenté et roublard, Julio César Vasquez, le buffle argentin, va être peut-être un peu trop jeune, manquant de combat dur et de référence, et va faire tout son possible, mais malheureusement ça sera trop court pour gagner le combat. Il va aller 4 fois à terre, c'est un combat difficile. Ce Winky Wright qui aura pris beaucoup de chemin de traverse dans sa carrière, mais qui aura une deuxième partie de carrière proprement hallucinante, qui fera de lui un Hall of Famer depuis l'année dernière, c'est-à-dire une légende de la boxe, tout simplement. Et donc, Winky Wright a eu ce premier chapitre de carrière en France et ce premier championnat du monde en France en 94. Voilà, on était vraiment dans le game comme il fallait à l'époque, les petits Frenchies. Époque bénie. Bien la rentrée, on est au collège. Donc voilà, c'était pas trop mon truc. Voilà, mais pour me remonter le moral, l'empereur reboxé bien sûr, toujours à Las Vegas, toujours au MGM. Le week-end de l'autre fête nationale mexicaine, on est le 19 septembre et on s'attend tous à ce qu'il y ait peut-être une belle avec Frankie Randall. Après un tel deuxième combat, après une telle conclusion de combat qui est laissée porter à polémique, on s'attendait tous à ce que peut-être le combat contre Randall se fasse très vite. Et non, il se fait pas. Comme quoi, Chavez et Don King à l'époque savaient très bien que ce Randall, c'était quand même le candidat aux emmerdements et qu'il fallait peut-être songer à bien l'éviter, et croyez-moi, ils l'ont bien évité. Toujours est-il que, encore une fois, grâce à Don King, on a une méga soirée de boxe, avec encore ce petit genou de Félix Trinidad, qui vient faire un combat incroyable contre Yuri Boy Campas, qui est un bonhomme de l'époque, qui les a tous affrontés. Et comme à son habitude, le Tito, qui est on va dire un late starter, qui avait toujours du mal à démarrer ses combats et qui se faisait souvent prendre à froid. Encore une fois, il se fait prendre à froid par Yuri Boy Campas. Il va au sol, je crois. C'est au deuxième round, je me souviens bien. Et je crois que 2 rounds plus tard, 4e, il explose Campas, mais rien que revoir les images, ça me fait encore mal. J'ai eu vraiment peur qu'il le tue tout simplement, avec un enchaînement incroyable, avec la tête de Campas qui part en arrière. Ça me faisait peur. Toujours est-il que on a eu encore une méga soirée avec énormément de championnats de boxe et de championnats du monde pour aussi revoir Frankie Randall, mais pas contre Chavez. Frankie Randall qui a une nouvelle opportunité mondiale. Je pense que Don King arrivait bien à gérer, et il a bien joué la montre. Il lui a dit écoute, là je propose un autre combat, tu peux te refaire, en plus je te donne une ceinture à gagner contre un Argentin, Koji. Et le Randall de l'époque, tellement tellement déterminé, tellement encore enragé si on peut dire, va faire passer une soirée à Koji, l'Argentin qui fera quand même la limite, reconnaissons-lui, mais qu'est-ce qui va aller au sol? Il s'en est pris des vertes et des pas mûres toute la soirée pour un Frankie Randall qui montre que cette année-là, c'était son année de pic. Il était au top. Voilà, et une performance qui a dû, malgré tout, toujours inquiéter le Don King et tous les adversaires potentiels, parce que ça a été ça a été simplement un mec qui dominé de long en large et en travers un autre champion, et ça c'était très très impressionnant, et ça me faisait tellement plaisir de revoir maintenant un de mes héros, le chirurgien, encore une fois sur le ring. J'étais à fond avec leurs gants bleus, si vous vous souvenez, c'était juste dingue. Et le main event arrive, et là Don King, c'est comme s'il savait me parler. Voilà, une autre revanche arrive encore, une revanche, un combat crève-cœur s'il en est. Voilà, on a eu la revanche entre Meldrick Taylor et Chavez. Voilà.
En 90, combat légendaire, inoubliable, combat dur au mal, encore une fois, avec un Meldrick Taylor qui allait au bout de lui-même pour affronter Chavez, le grand Chavez de 90, un Chavez incroyable, dans un final qui restera légendaire malgré tout, un final, le final crève-cœur de l'histoire de la boxe, peut-on dire. If he gets up, he probably wins the fight. I can't believe it! Unbelievable! Avec un Meldrick Taylor qui est compté à 7 secondes de la fin du combat et qui est arrêté par Richard Steele. Voilà, polémique qui, à mon avis, ne s'arrêtera jamais, même après la mort des protagonistes. Je pense que la polémique restera. Enfin bref, combat qui, bien sûr, ne ressemble à rien au premier combat, puisque les temps ont changé, les deux ont pris de l'âge, et surtout, Meldrick Taylor a pris beaucoup de défaites et beaucoup de corrections, notamment contre Terry Norris, notamment contre Espana. Et là c'est dur en tant que fan, parce que à la fois on a un beau combat, on a vraiment un beau combat que je vous conseille de revoir, avec peut-être le dernier soubresaut, le grand dernier éclair de génie de Meldrick Taylor, si vous aimez. C'est un 6e round dantesque, exceptionnel entre Chavez et Taylor, un 6e round où Taylor essaye tout avec tout le talent qu'on connaissait, c'est-à-dire combinaison rapide, mouvement, chercher la puissance, Chavez qui a un répondant incroyable, mais voilà, Taylor usé, craque totalement de rounds. Ensuite, il va craquer au 8e round et il sera arrêté au 8e round, et on assiste là, bien sûr, à la fin du grand Meldrick Taylor sur c'est vraiment la fin du grand Meldrick Taylor, et c'est un Chavez qui se refait une petite santé, qui se refait la poire comme il faut quand même, avec une belle victoire pour conserver son titre et pour essayer de faire oublier quand même qu'il y avait une belle que tout le monde attendait. Voilà pour septembre. Enfin non, c'est pas fini pour septembre. Non, parce que là il faut retourner à Londres, en Angleterre, le 24 septembre. Pour vous dire que la boxe n'est pas fait de vérité, d'évidence. Lennox Lewis, qui faisait une bonne année jusque-là, il avait combattu quelques mois auparavant en mai à Atlantic City pour battre un Phil Jackson qui était célèbre simplement parce qu'il portait le même nom qu'un entraîneur de basketball. Phil Jackson, il avait fait je crois, dans mon souvenir, un 8 rounds tranquillou comme il fallait. Il avait vraiment fait un petit récital pour bien montrer que c'était aussi le poids lourd avec lequel il fallait compter dans l'échiquier des poids lourds, qui était absolument hallucinant à l'époque. On parlait de mecs de Riddick Bowe, on parlait de Evander Holyfield. Michael Moorer était un petit peu moins bon à cette période-là, mais il était quand même dans l'échiquier, et il était champion. Ouais. Il avait les ceintures, et il y avait aussi Frank Bruno qui était là, et il y avait surtout Lennox Lewis qui avait la ceinture WBC. Voilà, alors il avait fait son petit récital à Atlantic City, fait quelques rounds pour dire que le public en est pour son argent, et puis je crois que c'est au 8e, il avait fait une accélération comme il fallait pour régler le problème. Donc il était bien, il était confiant, et il était certainement trop confiant, puisque le 24 septembre, il affrontait un boxeur dont il aurait dû bien plus se méfier, Oliver McCall. Alors Oliver McCall, il était connu simplement parce qu'on savait qu'il avait été sparring de Mike Tyson, qu'il avait été plutôt un bon sparring de Mike Tyson, qui lui avait posé des problèmes, qui l'avait fait travailler, Oliver McCall, mais il était connu pour ça, c'est-à-dire que Oliver McCall, à l'époque, on pensait que c'était simplement un journeyman comme un autre. Non, quand t'es poids lourd, tu n'es jamais un journeyman comme les autres, et surtout pas Oliver McCall qui avait malgré tout un PDG box et qui a su placer sa droite au moment où il fallait, c'est-à-dire en pleine poire, pleine menton de Lennox Lewis. Et Lennox Lewis, surprise, 2e round, bang! Encore une fois, l'impensable,
il se fait mettre KO. Alors, il a été compté lui aussi extrêmement rapidement, mais toujours est-il que c'est un KO indéniable, et ce mec, champion olympique, destiné à faire les grands combats, et ben voilà. Il chute, il trébuche, vraiment là quand il fallait pas, il trébuche contre Oliver McCoy. Il mettra des années à faire oublier déjà cette défaite, et à revenir dans le game, et à s'imposer comme challenger officiel. Vraiment une victoire qui l'a fait reculer, une défaite, excusez-moi, qui l'a fait reculer bien comme il fallait, et qui nous a totalement tous surpris. Les poids lourds, vraiment, ça allait de surprise en surprise. Incroyable. Voilà, et on est le 24 septembre. Voilà, on va enfin passer en octobre. Et pendant ce temps, en France, en octobre, on a un Norbert Ekassi qui nous fait passer dans le turfu, comme nous dirait Boba. Il nous fait passer dans le turfu en proposant un petit cadeau, mais vraiment très très sympa, que je n'ai pas oublié. Norbert Ekassi, c'était un poids lourd léger. Alors les lourds légers à l'époque, je crois que la limite était 86 kg, mais les lourds légers, cette catégorie était totalement dominée par les Anglais et par les Français. On a énormément de champions en lourd léger, c'était vraiment la catégorie phare pour beaucoup. Et Norbert Ekassi était un de ces boxeurs, un prétendant mondial à l'époque, avec vraiment une good skill, mais qui se vivait comme un boxeur puncher, alors qu'il aurait pu être simplement un boxeur, un pugiliste plus artiste. Je pense que ça l'aurait beaucoup aidé. Et c'était un mec qui a vécu la vie de façon fast and furious, puisque quelques mois plus tard, malheureusement, il décédera presque si on peut dire, une crise de folie. Je crois qu'il a passé son bras dans une vitre et ça l'a coupé, ça l'a blessé. Enfin bref, c'est une histoire assez sordide. Mais Norbert Ekassi à l'époque commençait à devenir une star, diffusée par TF1. Il avait un combat contre un Argentin à l'époque, mais ce qui était très intéressant, un combat qui était considéré comme vraiment une porte d'entrée pour un autre grand combat qui arrivera plus tard. C'est un titre pour le titre européen avant un titre mondial, mais le titre européen se passera très mal. Ça sera vraiment un accident terrible pour lui. Il sera arrêté au premier round par Gurov, l'Ukrainien. Vraiment, ça a dû être un drame terrible qu'il n'a pas pu supporter certainement. Mais à l'époque, en 94, en octobre, il prenait dans ses bagages, si je puis dire, après avoir fait une préparation aux États-Unis, Smoking Joe Frazier. Frazier était venu en France, à Paris, pour faire l'entraîneur de Norbert Ekassi. Alors bon, c'était un one-shot, mais bref, avoir une telle légende venir en France, avec un Norbert Ekassi en plus qui avait le costume, qui avait tout, quoi. Il avait fait passer la boxe dans une autre dimension en France, en montrant bien que c'était aussi un show, un spectacle. Et ce soir-là, il avait vraiment tout été réuni pour ça, pour que ça devienne une grosse star. Et le Frazier y croyait, et le Frazier avait confiance après une bonne prestation de Norbert Ekassi. Voilà, ça c'était en octobre. Joe Frazier, si vous étiez en octobre à Paris, peut-être vous avez croisé Joe Frazier ce fameux week-end. Voilà, ça c'était vraiment l'anecdote, mais l'anecdote super sympa quand même, pour vous dire encore qu'on était au niveau à l'époque bénie. Et on arrive en novembre, et c'est toujours aussi bon. En 1994, en novembre, un grand duel prend place. Extrêmement important pour la boxe, comme on nous le disait à l'époque, pour nous vendre ce combat. Ce duel, ça se passe chez les super moyens. Grosse catégorie dans les années 90, énorme catégorie dans les années 90. Un duel entre deux champions au bon moment, ils sont jeunes et invaincus. Et James Toney, qui est déjà connu dans des amateurs de boxe et même des Français, certains de ses combats ont été déjà diffusés, qui depuis, on va dire 90 et sa victoire contre Michael Nunn chez les moyens, a vraiment s'est imposé comme le nom chez les moyens, super moyens, affronte
ce qui est présenté comme son némésis, Roy Jones Jr., le génie Roy Jones Jr. Et pour moi, en ce 18 novembre 1994, c'est vraiment l'occasion de découvrir un génie absolu, peut-être faisant partie du top 3 ou top 4 des plus grands boxeurs de boxe. Roy Jones Jr., première fois que je vois Roy Jones Jr. dans cette confrontation qui était un combat très important aux États-Unis et en France. On le vendait comme le nouveau Hagler Hearns ou le nouveau Hagler Leonards plutôt. On vous disait que c'était de ce calibre et que ça allait être comme ça. Et ce combat, effectivement, a révélé un énorme champion, mais n'a pas été le combat que l'on attendait. Pour des raisons encore aujourd'hui assez étranges, James Toney s'est présenté sur le ring, et si vous venez où il était vêtu de son chandail écrit « Losing is not an option », une très mauvaise idée pour lui ce soir-là, mais James Toney le James Toney qu'on connaît, le James Toney incroyable de sa victoire contre Iron Barclay, par exemple, finalement s'est jamais présenté sur le ring. C'est un James Toney qui est dans une totale contre-performance ce soir-là, qui est pris par des histoires de management, enfin bref, rien ne va et il n'est pas là, il ne peut pas répondre à la virtuosité incroyable qui me laisse bouche bée de Roy Jones Jr. J'ai l'impression que j'ai même pas un boxeur en face de moi, mais j'ai un styliste, danseur, basketteur, je sais pas trop quoi, mais énorme avec une force de frappe. Je me souviens encore du son des coups qui étaient même bloqués par James Toney, mais souvenez-vous de ce son. Tony has to punch back. Ce combat, c'est finalement un récital de Roy Jones avec ce moment iconique qu'on se souvient tous au deuxième round où James Toney ouvre la brèche par ego en imitant Roy Jones, vous le savez bien, et se fait prendre par cette vitesse, cette fulgurance, ce fouetté qu'avait Roy Jones et Junior, et va être knockdown, ce qui était très rare, et ce qui a toujours été très rare, James Toney à terre. Moi, le seul souvenir que j'en ai de James Toney à terre, c'est contre Roy Jones Jr., mais un combat qui n'a pas été à la hauteur des espérances et surtout de la force de vente qui était imposée. Je me souviens que Canal avait diffusé certainement dans un magazine de sport, dans un magazine de boxe qu'ils avaient après les matchs de foot. Je regardais les matchs de foot pour voir s'ils parlaient de boxe à la mi-temps ou après, pour te dire comment j'étais fou. Mais il y avait cette bande-annonce faite par HBO où en fait c'était la guerre civile entre ces deux boxeurs qui allaient se rencontrer dans une allée très sombre. Je n'ai jamais retrouvé cette bande-annonce. Si vous l'avez, contactez-moi. Mais voilà, ce grand duel finalement n'a pas eu lieu, mais l'énorme boxeur Roy Jones Jr., Roy Jones Jr. des années 90, excusez-moi les amis, excusez-moi les pirates, mais c'est un peu la même chose. C'est l'image de la décennie, le boxeur qui représente les années 90 comme personne. Et donc, Roy Jones Jr. tape un grand coup sur la table pour définitivement, dès ce moment, être instantanément une légende de la boxe. Un combat qui avait eu lieu le vendredi. Et donc, je n'ai pas fait de nuit blanche, je me suis simplement levé plus tôt. Je me souviens encore, le hasard a fait que je m'étais bien levé plus tôt pour prendre le bus, parce que le samedi matin, je ne sais pas si c'est encore comme ça, putain, on avait école au collège, mais ça m'a permis de regarder ce combat, et voilà. Avec cette découverte, j'avais des étoiles dans les yeux grâce à Roy Jones Jr. En attendant dans les rangs qu'on soit appelé pour aller en classe. Et là, le hasard, un copain de l'époque, Nicolas, qui a une petite dédicace, il me fait hey, « T'as vu le combat ?» Et là, j'étais comme dingue. Quoi ? Un mec me parle d'un combat de boxe américain de HBO, passé sur Canal. Et Roy Jones, attends, on parle de Roy Jones dans la cour de récréation. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est fou, c'est fou. Bref, très très bon souvenir de ce combat, et puis très très bon souvenir de cette découverte de ce génie.
Voilà, ça c'est le mois de novembre. Mais il n'est pas fini le mois de novembre. Non, il n'est pas fini. Moi, je le croyais complètement fini en ce 18 novembre. Mais une semaine plus tard. Nom de Zeus! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? 25 novembre, Big George Foreman fait un exploit incroyable à l'époque, incroyable. 45 ans, 20 ans après, presque jour pour jour, 20 ans après The Rumble in the Jungle, où il avait perdu face à Mohamed Ali son titre, 20 ans plus tard, il le reconquérit contre notre Michael Moorer, qui avait choisi de prendre George Foreman pour, disons, faire attendre un grand combat contre Lennox et Lewis. Et le fait que Lewis perde avait renforcé le fait de prendre George Foreman pour dire de voir ce qu'auraient pu être les possibilités, puis de faire un combat qui normalement devait être sécuritaire, sans danger. Bien mal lui a pris, parce que même si le Michael Moorer a fait certainement l'un de ses meilleurs combats techniques jusqu'au 10e round, et ben en ce fameux 10e round, au toujours MGM Grand Garden Arena, Big George, gauche-droite, va allonger Michael Moorer dans un des KO les plus retentissants, les plus historiques du sport, qui plus symbolique, notamment un boxeur champion du monde des poids lourds à 45 ans. C'était inimaginable. George Foreman, après 1 an et demi sans combattre, son dernier combat c'était en 93, au début 93 contre Tommy Morrison, il arrive à faire cet exploit, ce pari incroyable qu'il a décidé de faire en voulant absolument ce combat contre Michael Moorer. And I said, George, you can't kid me. You want to fight Michael Moorer. And he said, more than anything else in the world, get me that fight. George Foreman écrit l'histoire, et là on dépasse carrément le cadre du simple sport. On est dans un phénomène sociologique, on est dans un phénomène de société. Un homme de 45 ans à l'époque, champion du monde des poids lourds, ça a cassé toutes les barrières mentales de l'âge ou même de la période d'activité d'un sportif de haut niveau. C'était une révolution. Ce soir-là, c'était une révolution. Et comment je l'ai vécu? Mais j'ai pas pu le vivre en direct, parce que ce combat n'a pas été diffusé en direct. Il a été diffusé dans l'équipe du dimanche. Qui se souvient de l'équipe du dimanche dans les années 90? On avait le foot, bien sûr, mais on avait surtout la boxe, les combats du week-end, quand ils étaient intéressants, mais peut-être supposément pas assez intéressants pour être en direct. Ils passaient à l'équipe du dimanche, alors on se couchait très très tard pour les voir, et c'est là qu'on a vu, effectivement, de nos propres yeux, l'exploit qu'on avait entendu à la radio, qui avait eu lieu quelques heures auparavant aux États-Unis. Voilà. Qui se souvient de ça? Dites-moi dans les commentaires. C'était juste génial, c'était juste fou, et ça avait remis la boxe vraiment au premier plan de l'actualité sportive. Je me souviens encore de la page de couverture de l'équipe, mais qui n'avait pas fait une couverture pleine sur George Foreman. C'était juste un grand encart. Voilà, pour vous dire quand même qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir une couverture pleine concernant la boxe. Je vous le demande, mais vraiment incroyable. Foreman, ce 25 novembre, je pense qu'il a électrisé beaucoup d'amateurs de boxe, et qu'il a gagné notre sympathie éternelle. Et ce moment était incroyable, et même si on était français, même si on avait les traductions, cette voix de Michael Buffer au micro, le speaker officiel, déclarant George Foreman de nouveau champion, elle est électrisante. Allez, je vous la laisse, on se la fait, on se fait un kiff. Bon, on est fin novembre, tu te dis, là, allez, l'année, elle est finie, quoi, au niveau actu, c'est bon. En plus, elle était tellement incroyable.
On a eu tellement de surprises, hein, tellement de rebondissements, tellement d'émotions, tellement de scandales, tellement de polémiques, tellement de chaos incroyable. Tu te dis, bon, bah, c'est bon, on va déjà regarder à l'année prochaine. Eh ben non, comme un cadeau de Noël avant l'heure, j'ai eu le droit à ma dernière nuit blanche box de l'année. C'était le 10 décembre. Une nuit en direct, et c'était aussi un vendredi, si je me souviens bien. Ce n'était pas un samedi soir, mais c'était un vendredi. Une nuit en direct de Monterrey, Mexique, avec une soirée encore organisée par Don King sur Showtime, avec Christian et Jean-Claude aux commentaires. On était ouf. La dernière méga soirée box de l'année a eu lieu donc au Mexique, avec comme à son habitude Don King qui nous l'a fait préparer aux petits oignons. Encore plein de combats, avec encore ce Félix Trinidad, ce petit jeune, peut-être 20 ans au moment des faits, juste 20 ans au moment des faits, qui combat une dernière fois cette année-là, pour défendre son titre IBF des Walter. Contre Bakar, très bon boxeur de l'époque, qui encore aussi les a tous affrontés dans un combat à l'ancienne, et comme d'habitude, le Trinidad se fait à froid choper au début de combat. Obakar arrive à marquer le knockdown sur Félix Trinidad, et comme à son habitude, Félix Trinidad change complètement la dynamique du combat, renverse la situation pour arrêter encore une fois de façon brutale, et cette année 94 a marqué l'aura de Félix Trinidad comme gros puncher. Il arrive, je crois, de mémoire je parle, ça doit être le 10e round où Obakar se fait arrêter dans cette vraie boxe. Ça commence très très bien, et à son habitude, Trinidad, ce petit jeune, nous met des émotions de ouf, nous fait encore un roller coaster émotionnel, et je suis électrisé. Je ne sens même plus la fatigue de la nuit blanche, je suis à fond. Mais cette soirée, franchement, a été très 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 aussi importante pour moi, parce qu'elle a été exceptionnelle. Mon coup de cœur de l'année, Frankie Randall, est encore là. Alors tu dis contre Chavez, et non pas contre Chavez. Encore une fois, il évite, et Frankie Randall défend cette nouvelle couronne WBA des super légers contre un adversaire, Rodney Moore, pour encore une démonstration. Il lui marche dessus comme il avait l'habitude en cette année, et il finit l'année en beauté, vraiment sur une superbe note, avec un arrêt. Je crois même pas, il n'a même pas atteint aux environs de mi-combat. Le Frankie Randall, encore une belle démonstration au Mexique, au Mexique. Vous savez que Frankie Randall en 94 au Mexique, c'était pas l'homme le plus aimé du monde, et il nous fait ça en attendant, espère-t-il, et nous aussi, en attendant cette belle qui n'arrivera jamais à mes yeux. Voilà. Tu dis, c'est bon, on peut passer au combat principal. Bah non, on va avoir un combat de moyens en attendant. Un combat avec John Davis Jackson. Vous connaissez John Davis Jackson? C'est un boxeur, c'est un entraîneur maintenant très renommé, qui a été longtemps l'entraîneur de Kovalev, un entraîneur qui fait partie du top 10 des entraîneurs dans le milieu, dans le top niveau. C'était un grand boxeur, et il est là en combat d'encadrement de la soirée de l'empereur Chavez, et dans un championnat du monde contre l'Argentin Jorge Castro, un championnat du monde un combat qui est à sens unique. John Davis Jackson domine des pieds et des jambes et de la tête et de tout ce que tu veux, des poings, des épaules, et voilà, tout ce qui peut exister. Il domine ce combat de façon même presque trop évidente, avec un Jorge Castro qui subit, qui prend une punition chère, et qui en plus de ça est coupé excessivement dangereusement aux deux yeux, coupé aux arcades aux deux yeux, c'est-à-dire que c'est un boxeur qui, en plus de perdre beaucoup de temps,
et ne voit rien pendant le combat. Sa vision est totalement affaiblie au strict minimum. Il voit absolument plus rien. Il souffre le martyr. C'est vraiment le martyr qui s'engage à chaque round, et plus le combat avance, et John Davis Jackson continue la punition de façon, encore une fois, chirurgicale, etc. Mais en boxe, rien n'est définitif, et tant, comme disait Rocky, la dernière cloche n'a pas sonné, il y a de l'espoir, et Jorge Castro va me le redire et me le reconfirmer une nouvelle fois, avec un coup que certains diront Lucky Punch. Ça se laisse débattre, j'en conviens, mais sauf que les Lucky Punch en boxe, ça arrive, et Jorge Castro, sur un coup, change totalement la dynamique du combat. Lui aussi, sur un coup, il arrive à battre John Davis Jackson, il arrive à finir le combat. Bref, un des moments les plus surprenants du sport en 94, et pendant longtemps ça a été vraiment une référence dans le fait de ne jamais prédire abruptement un combat tant qu'il n'est pas fini. Jorge Castro nous montre encore qu'en boxe il y a toujours de l'espoir, et waouh, j'étais debout sur mon canapé, je n'en revenais pas. Sans voix, Jorge Castro m'a complètement scié. Wow, c'est grave. Et seulement à ce moment-là, on avait eu droit enfin au dernier combat de le héros, de l'idole d'un peuple tout entier, chez lui, à Monterrey, au Mexique. Julio César Chavez prend Lopez et déroule. Lopez est pas, ce soir-là, est pas au niveau. Enfin, c'était déjà très compliqué d'être au niveau de l'empereur à cette époque, mais il n'est pas du tout au niveau, et Chavez déroule complètement pour un arrêt, encore une fois vers le 10e round si je me souviens bien. Et donc voilà, Chavez commença et Chavez termina mon année boxe, cette année qui allait tout changer pour moi, qui fit que je trouvais enfin ma religion, la boxe, et que ça n'a jamais changé. Aujourd'hui, voilà, j'avais envie avec vous de fêter nos 25 ans de passion pour ce sport, et cette année était strictement incroyable, et c'est fut un plaisir de m'y replonger pour vous en reparler. Quelle grande époque pugilistique, vraiment, que ça soit dans le monde et surtout en France. Alors voilà mes pirates, cette chronique elle était spécialement pour vous, et je la dédicace à vous, les pirates qui n'avaient jamais changé d'attitude face à votre passion. Je la dédicace aussi à nos enfants, en espérant qu'ils soient aussi passionnés que nous pour quoi que ce soit, au moins voilà, qu'ils nous fassent kiffer avec leur passion. Et puis je la dédicace aussi à ces deux bonhommes qui nous ont accompagnés dans notre passion, qui nous ont ouvert des portes, qui nous ont appris des choses, qui étaient au niveau, qui ont habillé ces grands moments de sport comme peu ont réussi à le faire dans ce domaine en langue française, qui étaient cette année-là, à mes yeux, au pic, au meilleur de leur forme, tous les deux. Le duo était parfait, en symbiose totale, et leur énergie était incroyable. Ça faisait déjà un moment que Christian et Jean-Claude travaillaient ensemble. J'ai un grand moment de commentaires français, c'est aussi ce 10e round entre Ligbo et Evander Holyfield, avec ces deux bonhommes que sont Christian Delcourt et Jean-Claude Boutier. Ça va vous électrifier les poils, croyez-moi, encore mieux que les Américains, franchement. Et vous me connaissez, les pirates, c'est normalement pas moi qui est le premier à le dire. Et voilà, Jean-Claude Boutier et Christian Delcourt, si vous voyez cette vidéo, elle est aussi pour vous. 25 ans d'une super année boxe, mes pirates, quand même, ça se fait. Allez, je vais sortir le champagne, et nous on se voit bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao mes pirates, bye.
pareil. Oh, il se sent en difficulté, il n'est pas sûr, il n'est plus sûr d'être en tête dans ce championnat du monde. Et non, j'ai bien peur qu'avec ce knockdown et cet avertissement, eh bien, Randall se retrouve en tête dans ce championnat du monde. Cette droite plongeante depuis le début du championnat, il fallait s'en méfier. Est-ce qu'il va retrouver les ressources nécessaires? Regardez cette belle droite. Ah ouais, elle arrive pleine mâchoire. Surprise, une image qu'on n'a pas l'habitude de voir avec Chavez. Scores the bout 114 to 113 in favor of the winner. 114-113. Et nouveau champion du monde, Frankie Randall. Frankie Randall qui a battu pour la première fois de la carrière de Chavez celui que l'on surnommait l'indestructible, l'empereur, l'invincible, Julio César Chavez, battu pour son 91e combat. I made it and I've done it, I proved it. I went through hell getting here, but hell ain't too hot, baby. I got it.